Bonjour à tous, je suis Laura Anelli et aujourd'hui je vous parlerai du rôle des kinésithérapeutes dans la prise en charge des AVC au sein d'une unité de traitement neurovasculaire. Comme nous le savons, l'AVC est caractérisé par une symptomatologie plus ou moins grave selon la localisation de la lésion et le type de la lésion. Ces lésions peuvent se manifester par un déficit sensitif, un déficit moteur ou les deux au même moment, touchant un hémicorps selon la localisation, selon que la lésion est à gauche, l'hémicorps touché sera à droite et vice-versa. À ces signes peuvent s'y ajouter des troubles du langage type aphasie ou une dysarthrie ou un déficit du champ visuel et une hémianopsie, un trouble de l'attention ou un trouble de la déglutition. Sur ce, dès les premiers jours, les personnels soignants ou les kinésithérapeutes doivent se mettre en tête quelques termes clés, tels que le fait de stimuler, de prévenir et de récupérer. Il est très important, dès le début de l'AVC ou dès quelques jours, les premiers jours de l'AVC, de faciliter la participation des patients à effectuer quelques activités de la vie quotidienne. Tout cela va permettre de stimuler les capacités résiduelles des patients. Outre la mobilisation précoce et l'objectif de prévenir toutes les complications liées à l'AVC, il est très possible de récupérer les capacités motrices des patients pour les amener au plus haut degré d'autonomie possible après leur AVC. Dans une unité de traitement neurovasculaire, des patients atteints d'AVC est toujours pris en charge par une équipe multidisciplinaire. Et les kinésithérapeutes, en prenant en charge les patients, ne doivent pas prendre des décisions seuls, mais doivent toujours interagir avec les autres membres de l'équipe et également avec la famille du patient. Alors, il faut savoir que dès le premier jour, les kinésithérapeutes doivent chercher à stimuler correctement les malades afin d'aider son cerveau à réapprendre des schémas moteurs grâce au phénomène qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. Alors, le personnel doit chercher à faciliter l'hygiène corporelle du patient. Il faut donc l'aider et l'encourager à participer à certaines tâches durant l'hygiène corporelle. Pour cette tâche, la stratégie est d'utiliser des objets faciles à manipuler et à ouvrir avec une main parétique. Donc, les patients chercher des objets que les patients peuvent facilement ouvrir avec sa main paralysée. Pour ce qui concerne l'habillement, il est très important et nécessaire de débiter l'habillement du côté plégique et il sera également déshabillé en commençant du côté plégique. Donc, on l'habille en commençant du côté plégique, on lui déshabille également en commençant toujours du côté plégique. Il est donc mieux d'utiliser des vêtements larges et pratiques avec boutons automatiques. Et utiliser également des élastiques souples avec chaussures à fermeture velcro. Et les chaussures ouvertes derrière ne sont pas recommandées. Pour l'alimentation, avant de donner n'importe quel aliment au patient, il faut toujours évaluer les tests de déglutition qui est un test très important. Parce que si le patient est incapable de déglutir les liquides, même les solides, il sera donc incapable de protéger ses voies aériennes des phénomènes d'inhalation avec comme conséquence une suffocation ou une pneumopathie ou une pneumonie d'inhalation. Alors, comment effectuer les tests de déglutition? Je sais qu'à la fin, il y aura beaucoup de questions sur ça. On commence par les tests à l'eau. Ce test se fait en administrant au patient assis 5 ml d'eau à température ambiante avec une cuillère. Cela se fait 3 fois. Après chaque cuillerée, il faut attendre quelques secondes. Si une toux sévère apparaît ou un changement de timbre vocal, il s'agit d'une dysphagie grave ou sévère de grade 4. On va donc suspendre les tests. En absence d'une toux, il faut donner l'eau directement dans un verre. On attend quelques secondes et on fait parler les patients pour évaluer la qualité de la voix. En cas de voix rauque ou une voix gloutante ou l'apparition de la toux,
Il s'agit dans ces cas d'une dysphagie modérée. Alors, en conduisant les tests, si après la déglutition de l'eau, les patients présentent uniquement une modification de la voix, dans ce cas, on parle d'une dysphagie légère. Ben, par contre, si le test est négatif, comme indiqué précédemment, on va continuer avec 50 ml d'eau dans un verre. Si cet examen s'avère négatif, alors la dysphagie est absente. Ces schémas résument les protocoles d'une bonne gestion de la dysphagie. Alors, notons qu'avec un patient éveillé, nous pouvons directement effectuer des tests à l'eau. Nous pouvons directement évaluer la déglutition, évaluer la dysphagie. Mais s'il est obnubilé ou en coma, il faut le laisser en gêne pendant 24 heures tout en lui nourrissant par son nasogastrique et lui réévaluer après la reprise de la vigilance. Comme le patient peut présenter une difficulté de la mastication et un trouble de la déglutition afin de prévenir une pneumonie d'inhalation et en même temps faciliter sa participation, il est alors préférable de surveiller les patients pendant l'alimentation tout en évitant les aliments crus, les aliments grillés et les aliments trop collants. Il faut servir aux malades des fruits et légumes. Les liquides sont des aliments très difficiles à déglutir car il n'y a pas de forme spécifique. Sur ce, les liquides doivent être épaissis ou remplacés par des gelées, ce qu'on appelle l'aquagel. Les aliments à double consistance doivent être évités ou suspendus. Exemple, du riz en bouillon, la soupe avec des légumes. Il faut également stopper l'alimentation en cas de toux ou changement du timbre vocal. Alors, comme nous l'avons dit, les changements posturaux fréquents et la levée précoce des patients sont très importants. Les opérateurs, pour effectuer tous ces changements posturaux aux patients, ils peuvent se servir de quelques instruments tels que des draps de transfert, des élévateurs, des coussins anti-escar, des chaises roulantes et tant d'autres instruments. Comme nous pouvons le voir, les draps de transfert peuvent nous aider à transporter les patients et surtout à les basculer d'un côté comme dans un autre une fois positionnés sous les patients. Cette image vous montre l'utilisation de ce qu'on appelle un élévateur électrique. Et cet élévateur nous permet d'effectuer les transports avec sécurité, non seulement pour l'opérateur, mais également pour les patients. Quand le patient contrôle les troncs, même partiellement, et est à mesure de communiquer ou de collaborer avec l'opérateur dans les déplacements, nous pouvons recourir à la planche de transfert qui se positionne entre le matelas et la chaise roulante pour faciliter les déplacements du patient. Pour les patients avec AVC, le problème le plus difficile, c'est de tolérer la position assise. C'est pourquoi il est utile d'utiliser les chaises roulantes inclinables qui permettent de rendre la position assise confortable et d'adopter la position du lit. Quand les conditions du patient le permettent, surtout dans les cas d'une amélioration du contrôle du tronc où le patient tend à effectuer quelques mouvements sur les côtés à temps, il est préférable d'utiliser une chaise roulante motorisée avec repose-pied et accoudoir amovible. Retenons que lors du transfert du patient de son lit à la chaise roulante, la manœuvre s'effectue toujours du côté sain. Pour prévenir les escarres, en particulier chez les patients avec problèmes graves de la motricité, il est préférable d'utiliser les matelas anti-escarres, surtout chez les patients avec alitement prolongé. Comment prévenir l'épaule douloureuse? L'épaule, c'est vraiment une articulation très complexe en raison surtout de sa conformation avec 7 mouvements majeurs, mais en même temps, c'est la plus fragile si la musculature qui garantit sa stabilité est compromise par une paralysie. Afin d'éviter les douleurs dans l'épaule parétique, il est très important de maintenir la position en décubitus latéral du côté plégique pendant une courte période.
La prise en charge de l'épaule est décisive, non pas sous les selles, mais en soutenant surtout les bras plégiques, même lorsque le bras est repositionné sur une surface d'appui. C'est préférable d'utiliser un oreiller de bras pour éviter que les poids n'éturent sur cette articulation. Dans le même but, les patients seront entraînés avec l'aide du kinésithérapeute à soutenir les membres plégiques avec l'aide de la main saine. Alors, voyons ici, à l'aide de quelques images, comment nous pouvons prévenir les douleurs de l'épaule. Sur la gauche, nous voyons la mauvaise prise de l'épaule. Cela signifie que l'on sollicite toutes les structures qui se trouvent dans cette zone, donc en plus des composants de l'articulation. On sollicite et on comprime des vaisseaux et les nerfs. Avec le temps, cela se traduira par une douleur intense et un gonflement de la partie supérieure jusqu'à la main, ce qui rendra la mobilisation très difficile, alors que du côté droit, l'image qui se trouve à droite, nous voyons comment l'épaule devrait être soutenue par l'opérateur de manière à réduire la charge sur les structures articulaires. À part les structures osseuses, réduire la charge, réduire la compression des structures veineuses et les structures nerveuses surtout. Dès que possible, le patient doit être entraîné à faire attention à son côté plégique pour éviter les traumatismes de l'épaule, et le patient doit donc éviter de laisser pendre son bras en dehors du fauteuil roulant ou en dehors du lit. Les bras ne doivent jamais être mal positionnés, mais au contraire soutenus par un oreiller ou une cale avec la main ouverte, et les bras plégiques doivent être montrés et saisis en les soutenant avec la main saine à partir du poignet. Tout cela permettra d'éviter la compression et surtout d'éviter les l'épaule douloureuse. Pour réduire la traction et les poids que les bras peuvent exercer sur l'épaule, nous disposons de l'appui-bras, qui est comme un manchon dans lequel le membre supérieur est directement inséré. Et le membre doit être inséré correctement pour soutenir à la fois les coudes et les poignets, comme nous les voyons à droite. À gauche, par contre, nous voyons que le bras n'est pas bien inséré sur les mâchons. Du coup, ça ne permettra pas de réduire. Non seulement nous ne parvenons pas à réduire les poids sur l'épaule, mais nous risquerons de créer de nouveaux traumatismes aux patients au niveau du cou et du poignet. Afin de prévenir les rougeurs et les blessures, il ne suffit pas d'utiliser les supports de décubitus mentionnés ci-dessus, mais il sera nécessaire de changer fréquemment de position pour essayer de soulager les poids des pressions. Pour ce faire, il faut utiliser des coussins et des supports de différents matériaux et formes afin de rendre le positionnement plus stable. Sur cette photo, nous voyons comment, grâce à l'utilisation d'un drap coulissant, les deux opérateurs peuvent facilement passer de la position couchée à la position assise avec leurs jambes au bord du lit. À gauche, nous voyons un positionnement correct des membres inférieurs plégiques, alors que le patient est positionné en décubitus latéral sur les côtés sains. Les coussins positionnés de cette façon assurent un alignement correct du membre inférieur par rapport au bassin, mais en même temps va empêcher les malléoles des genoux de se heurter l'une à l'autre, réduisant ainsi les risques d'affaissement. Dans l'image de droite, nous pouvons voir un patient positionné grâce à l'utilisation des cales et des coussins de différentes formes avec des jambes en dehors du lit. Cette méthode peut également être utilisée dès le lendemain de l'AVC afin de réajuster les patients en position assise avant ou après la mobilisation en fauteuil roulant. En vue d'une guérison optimale, chaque patient doit bénéficier d'un traitement personnalisé. L'équipe de rééducation est composée non seulement des kinésithérapeutes, mais également des orthophonistes, des ergothérapeutes. Les physiothérapeutes ou les kinésithérapeutes doivent toujours être présents dans les services. Ils se consacrent non seulement à la rééducation précoce,
mais il fait également les liens, avec d'autres personnes qui gravitent autour du patient. Tout cela permettra de garantir au mieux les alignements posturaux corrects, les prises et la verticalisation surtout précoce. Je vais maintenant essayer de résumer à l'aide d'une série d'images certaines des activités que les patients peuvent réaliser avec l'aide des kinésithérapeutes si l'on commence par une série d'exercices spécifiques pour la tête et les cous au cours des premiers jours. En l'absence de l'orthophoniste, le kinésithérapeute sera toujours là à côté du patient et fera effectuer au patient une série d'exercices visant également à récupérer la motilité de la bouche et de la langue. Dans les premiers jours, pour faciliter la récupération et donc le maintien de la position assise, le physiothérapeute fait effectuer au patient des exercices spécifiques de contrôle du tronc à la fois statique, c'est-à-dire sans présence de mouvements et dynamiques. Dès les premiers jours, le kinésithérapeute va également essayer à faire quelques mouvements spécifiques ou d'exercices spécifiques sur les bassins, car le fait de pouvoir recruter la possibilité de soulever les bassins sera très utile lors de la phase de transfert et de verticalisation du patient. Les exercices dédiés aux membres supérieurs peuvent être réalisés aussi bien au lit qu'en position assise et peuvent bien sûr être assistés de manière passive ou active. Passons ensuite à une série d'exercices spécifiques pour les membres inférieurs, passifs et actifs ou actifs assistés que le kinésithérapeute demandera au patient d'effectuer au lit ou en position assise ou également lorsque les conditions le permettent en position debout. Dans le cas de l'ataxie, les kinésithérapeutes peuvent faciliter la récupération de l'équilibre et de la coordination grâce à une série spécifique d'exercices qui, là encore, en fonction de l'état du patient, peuvent être effectués au lit, en fauteuil roulant ou en position debout. Lorsque le patient est désormais capable de contrôler son tronc, il est essentiel que les kinésithérapeutes lui apprennent à effectuer des transferts, par exemple du lit à la chaise roulante sans utiliser les lève-personnes ou un élévateur. Pour ce faire, il existe une série d'exercices globaux dans lesquels le patient est invité à déplacer le poids de son corps d'un côté à l'autre, ce qui permet de réaliser progressivement des transferts avec de moins en moins besoin d'aide jusqu'à arriver à des transferts autonomes. Lorsque le patient est désormais capable de contrôler son tronc et son dos et de porter la charge sur les dessus aux membres inférieurs, les kinésithérapeutes commencent la verticalisation au bas du lit pendant une courte période qui sera ensuite prolongée par l'utilisation d'un instrument manuel ou électrique appelé verticalisateur. Le verticalisateur permet au patient de maintenir passivement la station verticale et de s'adapter ensuite petit à petit à la verticalisation. L'étape suivante est la reprise de la marche. Toute une série d'exercices de mise en place des pas sera effectuée petit à petit, par exemple devant les miroirs, puis la marche assistée sans aide. Si le patient utilise un trépied ou une canne pour marcher, il faut se rappeler que l'aide doit toujours être portée du côté sain du patient. L'opérateur se place sur la partie valide ou la partie saine si le malade n'a pas de canne. Sur l'image de gauche, le patient présente une hémiparésie droite, ce qui peut être déduit de la couleur du membre inférieur. L'opérateur est correctement positionné de ce côté car le patient utilise l'aide à la marche du côté sain.
Sur l'image de droite, nous avons une hémiplégie gauche et l'opérateur est correctement positionné du côté sain car les patients n'utilisent pas d'aide à la marche. S'il y a des escaliers, il faut rappeler au patient que la jambe saine monte toujours en premier, que la jambe malade descend toujours en premier et que les pieds sont portés à la fois naturellement sur la même marche avant de passer à la marche suivante. Pour que les escaliers puissent être montés en toute sécurité, il est nécessaire que l'opérateur se place derrière le patient, comme à droite lors de la montée des escaliers et devant les patients comme à gauche lors de la descente des escaliers. La paralysie qui résulte de l'AVC est comme si elle divisait le corps en deux parties différentes, créant une asymétrie entre les deux hémisphères qui rend très difficile le positionnement correct de la personne, que ce soit au lit ou dans un fauteuil roulant. C'est pourquoi nous intervenons avec une correction continue de la posture en commençant par des alignements posturaux qui peuvent être réalisés même avec des petits outils tels que des rouleaux de cuisine. Un exemple clair est cette paire de photos. À gauche, la tête de la dame est complètement abandonnée et du côté droit en raison de la paralysie, mais peut être réalignée grâce à un petit support placé sous l'oreiller. Lorsqu'une personne est assise ou semi-assise dans son lit, la gravité a tendance à l'attirer vers le bas en raison de la perte de force d'un côté du corps. La personne a du mal à se relever, il est donc nécessaire d'intervenir plusieurs fois par jour pour retrouver une position correcte. Assurer une bonne respiration pour faciliter l'alimentation et la digestion ainsi qu'une meilleure relation avec l'environnement extérieur, les espaces de vie et de travail. L'une des prises les plus correctes qui est la principale cause de souffrance traumatique est certainement la prise sous l'oreille, sous l'aisselle, qui est incorrectement utilisée par un ou des opérateurs dans une tentative de tirer les patients du haut vers le bas du lit. Il est préférable d'utiliser des prises telles que celles suggérées à droite, où les deux opérateurs utilisent une prise croisée avec les deux mains placées sous les épaules et non sous les aisselles, ou même en utilisant un drap de glissement ou une barre transversale. Voyons maintenant quelques prouesses pour les membres inférieurs dans les images de gauche. Dans les images supérieures et inférieures, l'opérateur tente de soulever la jambe plégique du patient en utilisant qu'une seule main, ce qui l'amène à s'agripper soit à l'arrière du pied, soit à la cheville pour contrer la chute de la jambe vers la surface du lit. Dans les images de droite de l'autre côté, l'opérateur effectue la même manœuvre de soulèvement de la jambe mais en utilisant les deux mains. Il se fatigue moins en répartissant les poids sur les deux membres supérieurs et si les deux mains sont utilisées, la prise est plus souple. La souffrance et la douleur sont moindres donc pour le patient. Cette image nous aide à réitérer la règle selon laquelle le passage du lit à la position debout ou inversement de la position debout au lit doit toujours se faire du côté sain. L'exécution des changements de posture ou des transitions et des transferts afin d'éviter des traumatismes répétés. Il est extrêmement important que les opérateurs évitent de tirer sur les articulations, en particulier du côté plégique lors de l'exécution des changements de posture et des transitions et transferts. Afin de contrer l'apparition d'une hypertonie sur les membres affectés, il convient d'éviter à tout prix les chatouillements sous les pieds et les massages de l'ensemble du membre affecté, y compris les visages ainsi que la stimulation du fermoir de la main par la compression d'une balle élastique.
De même, afin de ne pas favoriser l'apparition de l'hypertonus, il serait souhaitable d'exclure de l'élimination de la plégie l'exécution de manœuvres diagnostiques et thérapeutiques dans la vie quotidienne telles que la prise de la tension artérielle, la réalisation des prélèvements veineux ou la pose de canules. Dans le cas d'un trouble du langage tel que l'aphasie, une évaluation par un orthophoniste logopède est nécessaire, mais en attendant cette évaluation, il est important pour tous les autres professionnels de suivre un certain nombre de règles et de faciliter la communication avec les patients aphasiques. Il est important de rappeler que l'aphasie implique un trouble de la compréhension et de l'expression du langage uniquement, mais n'altère pas les capacités intellectuelles du patient. Il est absolument déconseillé de parler vite et d'utiliser des phrases complexes, car cela pourrait plonger les patients dans la confusion. Il est également incorrect de poser la question et de présupposer un choix entre deux réponses. Par exemple, il n'est pas indiqué de demander si vous voulez du lait ou du café, mais il est préférable de diviser la question en deux et de ne donner qu'une seule réponse comme vous voulez du lait? Voulez-vous du café? Car cela permet au premier de ne répondre que par oui ou par non. L'aphasie ne rend pas les patients sourds. Il est donc inutile d'élever le ton de la voix quand on communique avec les patients. Il ne faut jamais euh, terminer les phrases en parlant avec les patients car cela les décourage et c'est frustrant. Quand on travaille à deux avec les malades, il ne faut pas parler en même temps ou se chevaucher en parlant. Il faut laisser au malade le temps de s'exprimer. Avec beaucoup d'efforts, mais il faut lui laisser le temps de s'exprimer pour qu'il s'adapte. Parmi d'autres mesures pour lutter contre l'aphasie, il faut faciliter la concentration du malade tout en réduisant tous les facteurs de distraction autour du malade, tels que des sons, des bruits inutiles autour du malade. Laisser au malade le temps de s'exprimer et de répondre aux questions et renforcer le langage verbal avec des suggestions visuelles, des images, des illustrations, euh, des propositions aux patients pour que les patients s'expriment également. Il faut toujours être attentif et vérifier que le malade nous regarde quand nous lui parlons. Pour améliorer la compréhension, il faut recourir à des gestes et des mimiques. Dans le cas d'une négligence ou d'un neglect, euh, afin d'inciter les patients à prêter attention à tout ce qui se trouve sur son côté gauche, par exemple, il serait bon que tous les soignants, y compris les membres de la famille, s'adressent aux patients du côté gauche, qui déroule les objets du côté gauche, lui demande de prêter attention à la position de ses membres gauche et place les objets sur la table. Par exemple, pendant les repas de manière symétrique à droite et à gauche, afin de l'inciter à toujours regarder du côté gauche. Il faut toujours débiter toute approche par les côtés sains avant de se déplacer vers les côtés euh, obscurs, les côtés atteints. Demandez au malade de tourner la tête vers la zone d'ombre pour lui permettre de l'explorer avec l'autre œil. Ne pas disposer les objets que le malade doit utiliser sur les côtés atteints. Faire attention aux portes, fenêtres, portes des armoires qu'il faut ouvrir et car les patients peuvent s'y cogner. En somme, je pense et que selon mon expérience personnelle, qu'il est indispensable de travailler ensemble pour atteindre les mêmes objectifs. Et dans ces cas, il coïncide avec la meilleure récupération de la meilleure qualité de vie pour un patient souffrant d'une lésion cérébrale. Alors c'est en ces mots que nous mettons un terme à notre présentation de ces jours.
Je vous remercie pour votre particulière attention et je suis là disponible à répondre à toutes vos différentes questions. Et si vous pouvez également apporter des suggestions par rapport à vos différentes expériences. Merci. Merci beaucoup surtout pour votre attention. À bientôt.